Dans le rude hiver de 1892, alors que les gelées couvraient les domaines de l'Auvergne et que l'orgueil des barons terriens était plus inflexible que l'acier des chemins de fer, un homme puissant chevaucha jusqu'à une petite propriété, des documents d'expulsion à la main. Louis Moreau de la Forêt ne s'attendait pas à rencontrer de résistance, et encore moins de la dignité. Et il n'imagina jamais qu'il trouverait si père Dieu qui changerait sa vie à jamais. C'est l'histoire de la façon dont le cœur le plus endurci peut s'ouvrir devant le courage d'une famille, et comment une femme simple, sans autres armes que sa détermination et son amour maternel, conquit non seulement un lopin de terre, mais l'âme d'un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer. Si cette histoire touche votre cœur autant qu'elle a touché le nôtre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Votre présence rend ce récit encore plus spécial. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Louis Moreau de la Forêt se réveilla, comme tous les matins des 5 dernières années, dans un lit trop grand pour un seul homme. Les lourds rideaux de velours bordeaux bloquaient la clarté de l'aube, tout comme ils bloquaient toute trace de joie dans cette chambre, au haut plafond et aux murs recouverts de boiseries nobles que personne n'admirait. À 38 ans, son visage anguleux et ses yeux brun foncé le faisaient paraître beaucoup plus âgé. Le miroir au-dessus de la commode reflétait un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux noirs impeccablement coiffés de brillantine et à l'expression rigide qui s'adoucissait rarement. Il s'habilla avec la précision habituelle. Gilet de laine grise, jaquette noire, cravate parfaitement ajustée. Chaque mouvement était calculé, automatique, dépourvu de toute émotion apparente. Il descendit les escaliers de marbre du domaine de la Sainte-Victoire, cette imposante bâtisse de 2 étages, qu'il avait érigée avec un travail acharné et une ambition démesurée, et qui ressemblait désormais plus à un luxueux tombeau qu'à un véritable foyer. « Bonjour, monsieur Louis », salua madame Georgette, la gouvernante, une dame aux cheveux gris et au regard compatissant. Elle travaillait pour lui depuis avant la tragédie, depuis que la maison résonnait de rires et de projets d'avenir. « Madame Georgette », répondit Louis d'un bref signe de tête, sans interrompre sa marche. Le petit déjeuner l'attendait dans la salle à manger. Œufs brouillés, petites brioches dorées encore chaudes, café fraîchement moulu. Tout impeccablement arrangé sur une nappe de lin blanc brodé, il mangea dans un silence absolu, observant par la fenêtre les vastes champs qui s'étendaient à perte de vue. 200 hectares de terre fertile, des cultures productives, des pâturages verdoyants, un ruisseau qui traversait la propriété et, quelque part dans cette immensité, une petite maison occupée irrégulièrement. « Monsieur Louis ?» La voix ferme de Gaston Leroux interrompit ses pensées. Son intendant entra dans la salle à manger, à pas décidés. Un homme mince, d'environ 50 ans, moustache grisonnante et petits yeux, qui semblait toujours évaluer les avantages. « J'ai un sujet délicat à aborder avec vous, monsieur. » Louis posa sa tasse de café sur la soucoupe. « Parlez vite. » Gaston tendit un document sur la table. La propriété qui jouxte le bois du Midi, cette ancienne maison d'ouvriers agricoles, est occupée. Occupée ? Louis haussa un sourcil. Par une veuve et ses enfants. 6 enfants, pour être exact, vivaient là depuis environ 2 ans, monsieur. La mâchoire de Louis se contracta. 2 ans ? Et vous ne m'en informez que maintenant ? Gaston se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. La maison est assez éloignée du chemin principal, monsieur. L'un des travailleurs en a parlé hier. D'après ce que j'ai compris, la femme est veuve. Elle travaille comme lavandière au village. Je me moque de ce qu'elle fait ou ne fait pas, coupa Louis, se levant brusquement. Cette terre m'appartient. Préparez immédiatement les papiers d'expulsion. Certainement, monsieur. Gaston sourit légèrement, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. Pendant que Louis révisait des documents dans son bureau ce matin-là, dans la petite maison à l'orée du bois, Hélène Dubois se réveillait au chant des oiseaux.
La lumière entrait timidement à travers les rideaux rapiécés, illuminant un espace simple, mais impeccablement propre. Murs de pisé enduits avec soin, une table en bois rustique au centre, des étagères avec des vaisselles dépareillées mais bien rangées, et l'arôme constant de romarin et de basilic séchant suspendus au plafond. Hélène avait 31 ans, mais ses yeux bruns gardaient une mélancolie qui la faisait paraître plus âgée, bien que son sourire, lorsqu'il apparaissait, pût illuminer toute la pièce. Elle était de taille moyenne, mince mais forte, avec des mains calleuses par le travail acharné. Ses cheveux bruns, longs et ondulés, elle les gardait toujours attachés en un chignon serré. Elle s'habillait avec simplicité. Jupe de coton foncé, chemisier blanc à manches longues, tablier avec des rapiessages soignés. « Maman !» La voix de Françoise brisa le silence. Sa fille aînée de 13 ans, déjà habillée et coiffée, aidait Caroline et Jeanne à boutonner leurs robes. Françoise était mince et grande pour son âge, avec les mêmes yeux expressifs que sa mère, mais une gravité qui ne correspondait pas à son jeune âge. « Bonjour, ma fleur. » Hélène embrassa le front de sa fille. Les petits se sont déjà réveillés. Pierre est allé chercher de l'eau au ruisseau. J'en joue avec les petits chevaux de bois que papa a fabriqués. Le nom d'Antoine plana dans l'air comme une prière silencieuse. 3 ans de veuvage, et cela faisait encore mal, comme si c'était hier. Hélène prépara le petit déjeuner avec le peu qu'ils avaient. Galettes de maïs au lait caillé, cassonade râpée. Les 6 enfants s'assirent autour de la table, chacun à sa place habituelle. Pierre, 11 ans, sérieux et silencieux, avec un talent certain pour réparer tout ce qui était cassé. Jeanne, 9 ans, joyeuse et curieuse, toujours pleine de questions sur tout. Caroline, 7 ans, timide et rêveuse, qui dessinait des fleurs sur n'importe quel morceau de papier qu'elle trouvait. Anne, 5 ans, avec des boucles brunes et un sourire qui faisait fondre les cœurs. Et Jean, le Benjamin de 3 ans, avec ses grands yeux innocents. « Maman, quand aurons-nous notre vraie maison à nous ?» demanda Jeanne en mordant un morceau de galette. Hélène sourit, bien que ses yeux révélassent une lueur d'inquiétude. « C'est notre maison, ma chérie. Tant que nous serons ensemble, n'importe quel endroit est un foyer. Mais la femme du marché a dit que ces terres appartenaient au baron Moreau de la Forêt, insista la petite fille. Elle a dit qu'il est très riche et très sévère. Ne parlez pas ainsi de personnes que vous ne connaissez pas, Jeanne, réprimanda Françoise d'une voix ferme. Et vous ne devriez pas non plus écouter les conversations des autres au marché. Hélène soupira profondément. Elle savait que ce jour viendrait. 2 ans à vivre dans cette maison abandonnée. 2 ans à attendre que quelqu'un apparaisse avec des papiers et des ordres. Mais chaque jour qui passait sans que cela n'arrive, elle se permettait de croire, même pour un bref instant, qu'il pourrait peut-être rester pour toujours. La maison avait été trouvée par hasard alors qu'elle errait sur les routes avec ses 6 enfants après la mort d'Antoine. Elle était vide, clairement abandonnée depuis des années, avec le toit percé et les murs écaillés. Avec l'aide de Pierre et Françoise, Hélène avait réparé ce qu'elle put. Ils avaient couvert le toit avec des tôles de zinc trouvées dans une ferraille. Ils avaient enduit les murs de terre et de chaux. Ils avaient peint en blanc avec de la peinture qu'elle avait obtenue d'un commerçant en échange de laver ses vêtements pendant 3 mois. Ils avaient planté un potager à l'arrière. Tomates, laitues, carottes, courges. Ils avaient obtenu 3 poules d'un fermier voisin en échange de travaux de couture. Ils avaient fait une clôture basse en bambou autour du terrain. C'était peu, mais c'était à eux. Ou du moins, ils voulaient le croire. Hélène travaillait comme lavandière au village voisin. Elle se levait avant le lever du soleil. Elle marchait presque 2 bonnes heures jusqu'au village, lavait les vêtements dans le ruisseau pour des familles aisées et revenait au crépuscule avec quelques pièces. Et quand elle avait de la chance, des restes de nourriture que les maîtresses de maison lui donnaient. Françoise s'occupait des plus jeunes frères et sœurs pendant la journée. Elle préparait les repas avec le peu qu'ils avaient, gardait la maison propre, enseignait les leçons qu'elle-même avait apprises avant de tout perdre. C'était une petite fille qui était devenue adulte trop vite, assumant des responsabilités qui n'auraient pas dû être les siennes.
3 jours plus tard, Louis Moreau de la Forêt monta son cheval, Baillot, et chevaucha en direction du bois du Midi. Gaston avait insisté pour l'accompagner avec 2 ouvriers, mais Louis refusa l'offre avec fermeté. « Je n'ai pas besoin d'escorte pour expulser une veuve et quelques enfants, avait-il dit froidement. Le chemin serpentait entre les chênes et les peupliers, le sol couvert de feuilles sèches qui étouffaient le son des sabots. Il lui fallut presque 40 minutes pour arriver à la propriété. Quand il l'aperçut, il arrêta son cheval. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. La petite construction en pisé était entourée d'un jardin soigné avec minutie. Des rangs de légumes poussaient en lignes organisées. Des fleurs des champs encadraient le chemin de pierres irrégulières. Une corde à linge tendue entre 2 arbres soutenait des vêtements propres séchant au soleil de l'après-midi. Le toit avait des tuiles neuves par endroits, clairement remplacées par des mains inexpertes, mais dévouées. Il y avait une clôture basse en bambou peint en blanc autour du terrain et près de la porte un pot en terre cuite avec des géraniums rouges. Louis démonta, attacha les rênes à un poteau et se dirigea vers la porte. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit lentement. Une femme apparut sur le seuil. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, et son regard, mon Dieu, son regard n'avait absolument rien de soumis ou d'effrayé. Elle le fixa, le menton levé, les mains croisées sur son tablier délavé. « Monsieur Louis Moreau de la Forêt, je présume, » dit-elle dans un français clair, sans accent marqué. « J'attendais votre visite. » Louis cligna des yeux, déconcerté un instant. « Madame, vous occupez ma propriété de manière irrégulière. »« Je le sais, » répondit Hélène avec sérénité, « mais je n'avais nulle part où aller, et cette maison était abandonnée depuis des années. Je n'ai causé de préjudice à personne. C'est hors de propos. Cette terre m'appartient. Madame doit partir. »« Quand ?» La question directe le prit par surprise. Hélène fit un pas en avant et pour la première fois, Louis remarqua qu'elle avait des yeux couleur miel foncé, intenses et courageux. « Monsieur Louis, j'ai 6 enfants. Le plus jeune a 3 ans. Je n'ai pas assez d'argent pour louer un autre endroit en ce moment. Je vous demande, je ne vous supplie pas, de me donner jusqu'à la fin de cette récolte pour trouver quelque chose. 3 mois. Juste 3 mois. » « Non. » Le mot sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu. À ce moment-là, un petit enfant apparut derrière Hélène, les cheveux bruns en désordre, des yeux énormes et curieux, des joues rondes, tenant dans ses mains un morceau de galette de maïs encore tiède. « Maman, qui c'est ?» demanda-t-il d'une petite voix. « C'est monsieur Louis Moreau de la Forêt, Jean, le propriétaire de ces terres. » Le petit garçon regarda Louis avec un immense sourire et tendit la galette. « Monsieur a faim ? Ma maman fait la meilleure galette du monde entier. » Louis regarda la galette, puis le garçon, puis Hélène. Quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis 5 longues années, bougea légèrement. « Jean, rentre à la maison, » ordonna Hélène doucement. Mais le garçon ne bougea pas. « Prenez, monsieur, » insista Jean. « Elle est encore chaude. » Louis tendit la main, presque sans se rendre compte de ce qu'il faisait, et prit la galette. Le petit garçon sourit satisfait et courut à l'intérieur de la maison. Hélène l'observait maintenant avec une expression qui n'était pas de la supplication, mais une dignité absolue. « Je ne demande pas la charité, monsieur Louis. Je demande du temps, 3 mois. Je peux payer un petit loyer, si nécessaire. Je sais coudre, laver des vêtements, cuisiner, nettoyer. Ne nous laissez simplement pas sans toit avant que l'hiver n'arrive en force. » Louis serra la galette entre ses doigts. Elle était encore tiède. Elle sentait le foyer. Il y avait des choses qu'il avait oubliées. Il y avait une vie qu'il avait un jour rêvé d'avoir. « 30 jours, » dit-il finalement, sa voix plus rauque que d'habitude. « Madame a 30 jours pour trouver un autre endroit, pas un jour de plus. » Hélène hocha la tête lentement, sans rompre le contact visuel. « Merci, monsieur Louis. » Louis se retourna, monta à cheval et s'éloigna sans regarder en arrière. Mais dans sa main, il tenait encore le morceau de galette qu'il n'avait pas le courage de jeter. Cette nuit-là, au domaine de la Sainte-Victoire, Louis s'assit dans son bureau sombre, la galette sur son bureau.
Il ne l'avait pas goûté, il ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas jeté sur le chemin du retour. « Un problème, monsieur ?» demanda madame Georgette en entrant pour apporter le thé. « Non, mentit Louis, juste des questions de propriété. » Mais quand madame Georgette sortit, Louis prit la galette et en mordit un morceau. Elle était délicieuse. Et pour la première fois en 5 ans, il sentit que son immense et vide maison était exactement cela, vide. Dans la maison du bois, Hélène couchait ses enfants avec des histoires de jours meilleurs, de leur père, d'un avenir qu'elle voulait croire possible. « Tout ira bien », promit-elle, bien qu'en son cœur elle sut que 30 jours ne seraient pas suffisants. Ils ne l'étaient jamais. Mais cette nuit-là, tous deux, le baron solitaire et la veuve courageuse, rêvèrent de choses qu'ils avaient oubliées être possibles. Il rêva de rires d'enfants, remplissant des couloirs vides. Elle rêva d'un endroit qu'elle pourrait appeler chez elle, sans crainte de le perdre. Et quelque part entre ces rêves, quelque chose commença à changer silencieusement. Les jours s'étiraient comme du sable s'écoulant entre les doigts d'Hélène. 14 jours depuis la visite de monsieur Louis, 14 jours à chercher du travail, une maison, n'importe quelle solution, et rien n'apparaissait. Les familles du village avaient besoin de lavandière, oui, mais aucune n'était disposée à embaucher quelqu'un avec 6 enfants. « C'est trop de responsabilités », disait-elle avec de faux sourires. « Peut-être en grande ville », suggérait-elle, sans conviction. Françoise avait cessé de poser des questions sur l'avenir. Pierre travaillait tard à réparer les outils des voisins pour quelques pièces. Jeanne et Caroline jouaient plus silencieusement que d'habitude. Et Jean continuait de demander si le monsieur de la galette reviendrait. « Ce monsieur n'est pas notre ami, mon amour », expliquait Hélène en le couchant. « Il a été gentil, mais cela ne signifie pas qu'il nous aidera. »« Mais il a mangé la galette, maman. Quand quelqu'un accepte de la nourriture, c'est un ami. » Hélène lui embrassa le front et ne répondit pas. Les enfants et leur innocence inébranlable. Louis, de son côté, essayait de se concentrer sur ses affaires. Le domaine exigeait son attention. De nouveaux ouvriers devaient être embauchés pour la récolte qui approchait. Des contrats importants attendèrent d'être signés. Des décisions urgentes s'empilaient sur son bureau, mais son esprit divaguait constamment. Il retournait sans cesse à ses yeux couleur miel, la façon dont cette femme l'avait affronté, sans peur, sans flatterie, sans supplication pathétique, sans larmes manipulatrices. Juste une dignité pure, et ses enfants, surtout le petit de la galette. Monsieur Louis. La voix de Gaston le tira de ses pensées. J'apporte les documents finaux d'expulsion. Il vous suffit de signer et je m'occuperai du reste. Le délai expire dans moins de 2 semaines. Louis regarda les papiers, prit la plume et hésita. Combien paie de loyer une famille ordinaire au village? Gaston cligna des yeux, confus. Pardon? Une famille avec plusieurs enfants. Combien leur faudrait-il pour louer une maison décente? Eh bien, cela dépend de la taille, mais facilement entre 100 et 200 francs par mois. Monsieur, pourquoi cette question? Curiosité, mentit Louis, remettant la plume dans l'encrier. Laissez les papiers ici, je les réviserai plus tard. Quand Gaston sortit, Louis resta à regarder par la fenêtre en direction du bois lointain. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans toute cette situation le dérangeait profondément, et ce n'était pas l'occupation irrégulière de sa propriété. Le 19e jour se leva sous une pluie torrentielle, une tempête hivernale qui transformait les chemins en bourbiers et rendait impossible tout travail dans les champs. Louis décida, contre tout bon sens, de chevaucher jusqu'à la maison du bois. « Avec cette pluie, monsieur, demanda madame Georgette, alarmée, vous allez tomber malade. »« J'ai besoin de vérifier quelque chose dans cette propriété, » répondit-il, enfilant un imperméable. La vérité était qu'il n'avait aucune raison logique d'y aller. Il avait juste besoin de les revoir, s'assurer qu'ils allaient bien. C'était absurde, il le savait. Mais il ne pouvait pas se sortir de la tête l'image de cette maison fragile, battue par la tempête, avec 6 enfants et une mère seule à l'intérieur.
Quand il arriva, trempé jusqu'aux os, il trouva la porte entr'ouverte. Il frappa fort. « Madame Hélène !» Hélène apparut, surprise et clairement inquiète. « Monsieur Louis, que faites-vous ici par ce temps ?»« Je suis venu inspecter la propriété, » improvisa-t-il maladroitement. Elle ne parut pas le croire, mais s'écarta de la porte. « Entrez, je vous en prie. Vous ne pouvez pas rester dehors sous cette pluie. » L'intérieur de la maison était accueillant et sec. Un feu crépitait dans la cheminée improvisée. Les enfants étaient assis par terre, jouant avec des poupées de chiffon et des chevaux de bois. Tous levèrent les yeux quand il entra. « Les enfants, saluez Monsieur Louis, » dit Hélène. « Bonjour, monsieur, » répondirent-ils presque à l'unisson, sauf Jean, qui courut vers lui les bras ouverts. « Le monsieur de la galette est revenu. » Louis resta paralysé, tandis que le garçon l'enlaçait fortement par les jambes. Personne, absolument personne, ne l'avait embrassé en 5 ans. « Jean, lâche monsieur !» ordonna Hélène, visiblement embarrassée, mais Louis, à sa propre surprise, posa une main sur la tête du garçon. « Ça va. » Françoise, l'aînée, l'observait avec des yeux analytiques et méfiants. « Venez-vous déjà nous expulser, monsieur ?» réprimanda Hélène. « C'est une question valable, » dit Louis, regardant directement la jeune fille. « Non, vous avez encore du temps. »« 11 jours, » répondit Françoise sans ciller. « Il reste exactement 11 jours. » Cette fille était différente. Elle avait les yeux de sa mère, mais quelque chose de plus, une dureté précoce, une protection féroce envers sa famille. Louis reconnut ce regard. Il avait été ainsi quand il était enfant et qu'il devait s'occuper de sa mère malade avant d'avoir bâti sa fortune. « Voulez-vous du café, monsieur Louis ?» offrit Hélène. « Ce n'est pas grand-chose, mais il est chaud. »« Oui, merci. » Ils s'assirent à la petite table pendant que les enfants reprenaient leur jeu. Hélène servit le café dans une tasse ébréchée. « Je n'ai pas de sucre, désolé. »« Ce n'est pas grave, je le prends amer. » Ils burent en un silence inconfortable un instant. Finalement, Louis parla. « Comment vous êtes-vous retrouvée ici, Madame Hélène, au cœur de l'Auvergne, au milieu de nulle part ?» Hélène sourit tristement. « C'est une longue histoire, et pas très intéressante, monsieur. J'ai le temps. La pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. » Elle soupira, regardant sa tasse. « Mon mari, Antoine, était charpentier à Clermont-Ferrand. Un homme bon, un père dévoué, mais le travail était incertain, beaucoup de concurrence, peu d'argent. Un homme est apparu dans le quartier, offrant du travail dans les domaines de l'Auvergne. Construction de maisons pour ouvriers agricoles, disait-il, bon salaire, logement inclus. Antoine a vu une opportunité de nous offrir un avenir meilleur, et nous sommes venus. Nous avons vendu tout ce que nous avions. Nous avons voyagé en train et en charrette pendant des semaines jusqu'à ce que nous arrivions au domaine. » Sa voix trembla légèrement. Le travail était pire que promis, dangereux, un salaire misérable, mais Antoine était fort. Il disait que nous résisterions, et nous avons résisté pendant 3 ans. « Que s'est-il passé ?» demanda Louis, bien que quelque chose dans sa poitrine l'avertisse qu'il ne voulait pas entendre la réponse. Un accident. Un mur qu'il construisait s'est effondré. Antoine était dessous. Il est mort, sur le coup. Il n'a pas souffert. C'est ce qu'on m'a dit. Comme si cela aidait, Hélène essuya une larme qui s'échappa. Louis serra sa tasse avec force. Il connaissait cette douleur, la douleur de perdre quelqu'un soudainement, sans avertissement, sans chance de dire au revoir. Le propriétaire nous a expulsés 1 semaine plus tard, sans argent, sans papier correct, sans parler correctement aux gens importants. J'ai cherché du travail où j'ai pu. Blanchisserie, nettoyage, couture, cuisine. Nous avons dormi dans des hangars, dans des étables, partout où on nous laissait, jusqu'à ce que je trouve cette maison il y a 2 ans. Elle était abandonnée, monsieur Louis. Je vous promets que si j'avais su qu'elle était à vous, si j'avais pu payer, je l'aurais fait. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à Clermont-Ferrand » Elle rit sans humour. « Avec quel argent et pour quoi faire ? À Clermont-Ferrand, nous n'avons rien. Mes parents sont morts avant que nous ne nous marions.
La famille d'Antoine nous blâme pour sa mort ici. Au moins ici, nous avons ce toit. Les enfants peuvent fréquenter le catéchisme. Françoise apprend à mieux lire, c'est de l'espoir. Louis l'observa longuement. Cette femme avait tout perdu, son mari, sa sécurité, sa ville, et elle parlait encore d'espoir. Elle avait élevé seule 6 enfants en terre étrangère. Elle avait gardé une maison propre et accueillante avec presque rien. Elle avait préservé sa dignité quand beaucoup se seraient effondrés. « Vous étiez institutrice, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudainement. Hélène cligna des yeux, surprise. « Comment le savez-vous » ? À votre façon de parler, aux livres que j'ai vus sur l'étagère, à la manière dont vos enfants se comportent. J'étais institutrice à Clermont-Ferrand, oui, avant de me marier. Mon père était professeur aussi. Il m'a appris à aimer les livres et le savoir. Son expression s'illumina légèrement. Chaque soir, je lis à mes enfants. Je veux qu'ils aient ce que j'ai eu, l'éducation, les opportunités. Un coup de tonnerre retentit dehors, suivi d'un cri. Caroline, la petite fille de 7 ans, courut vers sa mère en tremblant. « Maman, j'ai peur. » Hélène l'embrassa, caressant ses cheveux. « Chut, ma fleur, c'est juste du bruit, ça ne peut pas nous faire de mal. » Papa disait que les orages étaient les anges qui réarrangeaient les meubles au ciel, murmura Caroline. Quelque chose dans ces mots frappa Louis comme un coup de poing. Son épouse Isabelle disait exactement la même chose. Quand il venait de se marier et que les tempêtes balayaient le domaine, elle se blottissait contre lui et répétait cette phrase que sa grand-mère lui avait enseignée. « Excusez-moi, Madame Hélène, » dit Louis, se levant brusquement. « Je dois partir, la pluie. Je vais bien. » Il sortit avant qu'elle ne puisse le retenir, monta à cheval et galopa sous la tempête, de retour au domaine de la Sainte-Victoire. Il avait besoin de s'éloigner, de réfléchir, d'arrêter de sentir, car sentir faisait trop mal. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il marcha dans les couloirs vides de sa maison, entrant finalement dans la chambre qu'il avait gardée fermée pendant 5 ans. La chambre qui aurait été celle du bébé était toujours là. Le berceau qu'il avait lui-même commandé au meilleur ébéniste de la région, le fauteuil à bascule près de la fenêtre, les rideaux brodés de petits oiseaux qu'Isabelle avait cousus pendant sa grossesse, tout était couvert de poussière et de silence. « Pardonne-moi, Isabelle » murmura-t-il dans l'obscurité. « Pardonne-moi de ne pas pouvoir continuer ainsi. » Car à ce moment-là, il comprit quelque chose de fondamental. Il n'avait pas vécu ces 5 années. Il avait juste existé, respiré mécaniquement. Il avait bâti un empire de terres et d'affaires, mais il était mort à l'intérieur. Et maintenant, une veuve avec 6 enfants lui montrait, sans le savoir, ce que signifiait être vraiment vivant. À l'aube, il prit une décision qui changerait tout. 2 jours plus tard, Louis retourna à la maison du bois. Cette fois, il tenait quelque chose dans ses mains, un contrat. Hélène ouvrit la porte, surprise de le revoir. « Monsieur Louis, je dois vous parler seul à seul, si possible. » Elle appela Françoise. « Emmène tes frères et sœurs jouer dehors. Ramassez du bois sec pour la nuit. Ne vous éloignez pas du terrain. » Quand ils furent seuls, Louis tendit le document. « J'ai une proposition, Madame Hélène. » Une proposition ? Le domaine de la Sainte-Victoire est trop grand pour un seul homme. J'ai besoin d'une gouvernante, quelqu'un qui supervise la maison, qui s'occupe de la cuisine, qui maintienne l'ordre. Le salaire est d'une somme conséquente en francs par mois, logement inclus pour vous et vos enfants. Il y a des chambres à l'arrière de la maison principale qui peuvent être aménagées pour les accueillir convenablement. Hélène le regarda comme s'il parlait une autre langue. « Vous m'offrez du travail ?»« Oui. »« Pourquoi ?» C'était la question qu'il craignait. Il n'avait pas de réponse qui semblât logique ou appropriée. « Parce que Madame Georgette vieillit et a besoin d'aide ? Parce que votre situation est compliquée ? Parce que j'ai la capacité d'offrir une stabilité et que ce serait un gaspillage de ne pas le faire ?» C'étaient des excuses et ils le savaient tous les deux. « Monsieur Louis,
Je ne cherche pas la charité. Ce n'est pas de la charité, interrompit-il avec fermeté. C'est un travail difficile, exigeant, et si vous ne répondez pas aux attentes, le contrat est résilié. Simple comme bonjour. Hélène lut le document attentivement, ses lèvres bougeant en silence sur chaque mot. Finalement, elle leva les yeux. « Quand commencez-vous ?»« Demain, si vous acceptez. » Elle lui tendit la main. « J'accepte, monsieur Louis, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Quand leurs mains se touchèrent pour sceller l'accord, un courant électrique traversa le bras de Louis. Ce ne fut qu'une seconde, un moment fugace. Mais ils le sentirent tous les deux. Ils retirèrent tous les deux leurs mains rapidement, mal à l'aise. « Bien, » dit Louis, se raclant la gorge. « J'enverrai une charrette demain à midi pour chercher vos affaires. »« Merci, monsieur Louis. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi et mes enfants. » Louis acquiesça et sortit sans rien ajouter de plus. Mais pendant qu'il chevauchait en retour, un petit sourire presque imperceptible apparut sur son visage, pour la première fois depuis des années. Dans la maison du bois, Hélène étreignit ses enfants avec des larmes de soulagement. « Nous avons une maison, nous avons un vrai foyer !» Mais Françoise, toujours observatrice, fronça les sourcils. « Pourquoi, maman? Pourquoi cet homme a-t-il changé d'avis ?» Hélène n'avait pas de réponse, juste de l'espoir, dangereux, bel espoir. Et quelque part entre le domaine solitaire et la petite maison, entre le baron blessé et la veuve courageuse, quelque chose commençait à grandir, quelque chose qu'aucun des deux n'attendait, quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Les premiers jours au domaine de la Sainte-Victoire furent une révélation pour Hélène et ses enfants. La propriété était plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. 2 étages au haut plafond, 18 pièces, de vastes jardins, des écuries, un verger, tout impeccable, tout organisé et tout terriblement vide de vraie vie. « Mon Dieu !» murmura Hélène le premier matin en parcourant la cuisine. Elle était plus grande que toute la maison où ils habitaient auparavant. Des casseroles en cuivre pendaient à des crochets au plafond. Une cuisinière à bois en fer occupait tout un mur. Des armoires remplies de vaisselle fine qui n'étaient probablement jamais utilisées. Madame Georgette, la gouvernante originale, la reçut avec un mélange de soulagement et de curiosité. « Grâce à Dieu que vous êtes arrivée, ma chère. Ces vieux os ne suffisent plus à tenir cette immense maison toute seule. Monsieur Louis est bon, mais c'est un homme solitaire. Il ne reçoit pas de visites, ne célèbre rien, ne fait que travailler sans arrêt. »« Pourquoi ?» demanda Hélène, tandis que Françoise l'aidait à organiser leurs quelques vêtements dans les nouvelles chambres. Madame Georgette baissa la voix. « Il a perdu sa femme il y a 5 ans. Elle et le bébé sont morts à l'accouchement. Depuis, monsieur Louis est comme un fantôme dans sa propre maison. Il ne sourit jamais, ne se repose jamais, ne vit jamais vraiment. » Hélène ressentit une pointe d'empathie. Elle connaissait cette douleur, portait la même douleur en elle. Louis, de son côté, ne savait pas quoi faire de la présence soudaine de vie dans sa maison. Les enfants étaient bruyants, pas scandaleusement, mais leur voix, leur rire, leurs pas courants dans les couloirs altéraient le silence sépulcral auquel il s'était habitué. La première semaine, il passa à les éviter. Il s'enfermait dans son bureau du matin jusqu'à minuit, prenait ses repas seul, entrait et sortait par les portes de derrière, mais il était inévitable de les rencontrer occasionnellement, comme cet après-midi où il descendait les escaliers et faillit trébucher sur Pierre, agenouillé par terre, réparant le mécanisme d'une horloge murale ancienne. « Que fais-tu » demanda Louis plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Le garçon leva les yeux sans peur. « Cette horloge est arrêtée. Elle est là depuis notre arrivée. J'ai pensé que je pouvais la réparer. » « Je ne t'ai pas donné la permission de toucher à mes affaires. »« Excusez-moi, monsieur. » Pierre commença à ranger ses outils improvisés. Louis soupira. « Laisse-moi voir. » Il s'agenouilla à côté du garçon et examina le mécanisme. Il manquait une petite pièce. « Il faut un pignon de rechange. Tu ne peux pas la réparer sans cela. »« Où puis-je en obtenir un ?»« Dans mon atelier, au sous-sol. Viens. »
Ils passèrent l'heure suivante au sous-sol, parmi les outils et les pièces mécaniques, à réparer l'horloge ensemble. Pierre était naturellement habile, il avait des mains délicates et un esprit qui comprenait comment les choses s'emboîtaient. Louis, sans s'en rendre compte, commença à lui enseigner les concepts de base de la mécanique. « Ton père t'a appris cela ?»« Oui, monsieur. Papa disait qu'un homme qui sait construire et réparer des choses ne mourra jamais de faim. » C'était un sage. Quand ils eurent fini, l'horloge fonctionnait parfaitement. Pierre sourit avec fierté. « Merci, monsieur Louis. Tu peux venir à l'atelier quand tu veux, mais demande avant. »« Oui, monsieur. » Le garçon monta les escaliers en courant. Louis resta à regarder l'horloge fraîchement réparée. Cela faisait des années qu'il n'était pas entré dans cet atelier. Cela faisait des années qu'il ne construisait rien de ses propres mains. Et soudain, il se sentit moins vide à l'intérieur. Mais tout n'était pas harmonie. La 3e semaine, Caroline tomba malade. Cela commença par une toux et une légère fièvre, mais en 2 jours, cela s'aggrava considérablement. La petite fille brûlait de fièvre et délirait, ne parvenait pas à garder la nourriture. Hélène était désespérée. « Nous avons besoin d'un médecin », dit Françoise avec urgence. « Maman, nous avons besoin d'un médecin maintenant. » Mais il était minuit, il pleuvait à torrents et le docteur le plus proche habitait au village à 3 heures de charrette. Hélène courut pieds nus dans les couloirs jusqu'à la porte du bureau de Louis. Elle frappa fort. « Monsieur Louis, je vous en prie !» Louis ouvrit, alarmé par le désespoir dans sa voix. « Que se passe-t-il ? » « Ma fille Caroline est très malade. Je dois l'emmener chez le médecin, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas de charrette. Il pleut. Elle brûle de fièvre et je... » « Calmez-vous. » Louis prit son manteau. « Préparez-la, nous partons dans 5 minutes. » Il ordonna de préparer la charrette la plus rapide. Il prit des couvertures et une bouteille d'eau-de-vie pour désinfecter. Hélène descendit avec Caroline, enveloppée dans son châle. La petite fille était inconsciente et respirait difficilement. Le voyage fut un cauchemar. La pluie fouettait la charrette. Les chemins étaient dangereux, boueux. Les chevaux glissaient constamment. Hélène tenait Caroline dans ses bras, priant doucement une litanie de prières que Louis ne comprenait pas complètement, mais qui lui brisait le cœur. « Ne la prends pas, mon Dieu, s'il te plaît. Ne prends pas ma petite. J'ai déjà perdu Antoine. Je ne peux pas perdre Caroline aussi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Louis conduisait avec une fureur désespérée, fouettant les chevaux plus vite qu'il n'était prudent. Quand ils arrivèrent enfin à la maison du docteur Martin, un homme d'âge moyen avec une barbe grisonnante, il frappa violemment à la porte. Le médecin les reçut à moitié endormis, mais se réveilla en voyant la petite fille. « Entrez là vite !» Il examina Caroline pendant ce qui parut une éternité. Finalement, il parla. « Pneumonie, c'est grave. Mais je peux la traiter. Elle devra rester ici au moins 7 nuits pour que je puisse la surveiller. Je reste avec elle, dit Hélène immédiatement. Madame Hélène, vos autres enfants? Françoise peut s'occuper d'eux. Je reste. Le docteur Martin hocha la tête. Très bien, monsieur Louis, vous pouvez rentrer si vous préférez. Mais Louis s'assit sur une chaise dans le couloir. Je reste aussi. Hélène le regarda surprise. Monsieur Louis, vous n'avez pas besoin. Je reste. Ils passèrent la nuit en vigile. Le médecin appliquait des compresses froides, administrait des médicaments, vérifiait constamment la respiration de Caroline. Hélène ne lâcha pas la main de sa fille une seule seconde, et Louis resta là, immobile, se souvenant d'une autre nuit, 5 ans auparavant, quand il avait aussi attendu dans un couloir, tandis qu'une vie ne tenait qu'à un fil. À l'aube, la fièvre de Caroline baissa finalement. Elle commença à respirer plus calmement. Elle ouvrit brièvement les yeux. « Maman, murmura-t-elle, je suis là, ma fleur, je suis là. » Le docteur Martin sourit. « Le pire est passé, c'est une fille forte. » Hélène s'effondra en larmes de soulagement. Elle couvrit son visage de ses mains, sanglotant des années de peur accumulée, de perte, de presque perdre une autre personne qu'elle aimait. Sans réfléchir, Louis s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ça va, Hélène. Caroline ira bien. » Hélène leva le visage.
les larmes coulant sur ses joues, et regarda Louis avec une gratitude si pure qu'il sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qui avait été gelé, fondre complètement. « Merci, murmura-t-elle, merci d'avoir sauvé ma fille. Je n'ai rien fait, le médecin... Vous nous avez amenés au milieu de la tempête. Vous avez risqué votre vie pour nous amener. Vous avez sauvé Caroline, monsieur Louis. » Leurs mains se touchèrent sur l'épaule d'Hélène, et cette fois, aucun d'eux ne se retira. Cette nuit-là, après être revenu au domaine de la Sainte-Victoire, avec Caroline en convalescence, Louis et Hélène s'assirent dans la bibliothèque. Il était tard, les enfants dormaient, la maison était silencieuse. « Café » offrit Hélène, servant une tasse fumante. « Merci. » Ils burent dans un silence qui n'était plus inconfortable. Il était complice, compréhensif. « Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Louis ?» dit Hélène finalement. « Louis, dit Louis, vous pouvez m'appeler Louis. » Elle sourit légèrement. « Puis-je vous demander quelque chose, Louis ?»« Oui. »« Pourquoi nous avez-vous vraiment engagés ? Et ne me dites pas que c'est parce que vous aviez besoin d'une gouvernante. » Louis regarda sa tasse longtemps, puis commença à parler, et une fois qu'il eut commencé, il ne put s'arrêter. Il raconta à Isabelle, son épouse, comment ils s'étaient rencontrés, comment ils étaient tombés amoureux, comment ils avaient planifié un avenir plein d'enfants et de joie, la grossesse compliquée, les peurs qu'ils avaient ignorées, l'accouchement qui avait horriblement mal tourné, comment il avait tenu son fils pendant seulement 5 minutes avant qu'il ne cesse de respirer, comment Isabelle était morte 3 heures plus tard, saignant alors qu'il ne pouvait absolument rien faire. « Je me suis transformé en pierre ce jour-là, » dit Louis d'une voix rauque. « J'ai bâti des empires, acheté des terres, accumulé des richesses, mais j'ai cessé de vivre. Et puis vous êtes arrivés, et ce petit garçon m'a donné un morceau de galette. Et soudain, je me suis souvenu ce que c'était de ressentir autre chose que le vide. » Hélène avait les larmes aux yeux. « J'étais morte aussi, Louis. Depuis que j'ai perdu Antoine, je n'ai survécu que grâce à mes enfants. Mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas ressenti. » Et maintenant, elle le regarda droit dans les yeux. « Maintenant j'ai peur parce que je commence à ressentir des choses que je ne devrais pas, pour un homme qui est mon employeur, pour un homme qui vit dans un monde complètement différent du mien. » Louis se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. « Et si je ressens la même chose, et si j'ai aussi peur, parce qu'une femme avec 6 enfants et un sourire qui illumine les pièces sombres fait revivre mon cœur mort. » « Louis. » Il l'embrassa. Doux, hésitant, presque timide, un baiser qui sentait le café et les larmes, et les années de solitude, enfin terminées. « Hélène !» répondit-elle, ses mains trouvant son visage, ses lèvres bougeant contre les siennes, avec un besoin qu'elle avait oublié exister. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. « C'est fou !» murmura Hélène. « Je sais, les gens vont parler. »« Qu'ils parlent ! Je suis une veuve pauvre avec 6 enfants. Et moi, je suis un veuf amer qui a oublié comment sourire jusqu'à ce que je vous rencontre. » Hélène rit entre les larmes. « Que allons-nous faire ?» Louis prit ses mains. « Je ne sais pas, mais je veux le découvrir avec vous. » À ce moment-là, aucun des deux ne savait que quelqu'un les avait vus, que derrière les rideaux du salon, Gaston avait été témoin du baiser, et que, dans son esprit envieux, il commençait déjà à planifier comment utiliser cette information pour les détruire. Car dans une société qui ne pardonnait pas les transgressions, un baron tombant amoureux d'une gouvernante pauvre était un scandale qui n'attendait qu'à éclater. Et la mèche était déjà allumée. Les semaines suivantes furent les plus heureuses qu'Hélène ait vécues depuis des années. Louise et elle maintenaient leur relation discrète. Des rencontres volées dans la bibliothèque après que les enfants eurent dormi. Des promenades dans le verger à l'aube. Des regards chargés de sens à travers les pièces. Il lui enseignait son monde d'affaires et de terre. Elle lui apprenait à rire à nouveau, à jouer avec les enfants, à vivre au-delà du travail. Les enfants s'épanouissaient également. Pierre passait des heures à l'atelier avec Louis, apprenant la mécanique avancée et la conception de machines. Françoise commença des cours privés avec une institutrice que Louis avait engagée discrètement. «
Jeanne explorait l'immense bibliothèque, dévorant les livres. Caroline peignait des fleurs sur chaque papier qu'elle trouvait, remplissant la maison de couleurs. Anne jouait dans les jardins avec ses poupées, et Jean avait adopté Louis comme figure paternelle, le suivant partout avec des questions infinies, auxquelles le baron répondait avec une patience surprenante. Mais tous n'étaient pas contents de ces changements. Gaston l'observait de l'ombre, son ressentiment grandissant chaque jour. Il avait été le bras droit de Louis pendant 15 ans, l'intendant de confiance, le confident en affaires, et maintenant, une gouvernante pauvre et ses enfants volaient l'attention et l'affection de son maître. Pire encore, Gaston avait détourné de l'argent des comptes du domaine pendant des années. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes. Louis ne révisait jamais les livres personnellement. Il lui faisait aveuglément confiance. Mais dernièrement, le baron était plus présent, plus impliqué, posant des questions qu'il ne posait jamais auparavant. La gouvernante le changeait, et c'était dangereux. Gaston devait éliminer le problème, et il avait une alliée parfaite. Madame Béatrice de Montaigne était la veuve d'un riche colonel, propriétaire de la propriété voisine du domaine de la Sainte-Victoire, et elle avait passé des années à essayer de conquérir Louis comme second mari. Elle était belle, selon les normes de l'époque, grande, peau claire, cheveux blonds toujours parfaitement arrangés, robe de la dernière mode de Paris. Mais sa beauté était froide, calculée, et ses yeux bleus brillaient de malice quand elle n'obtenait pas ce qu'elle désirait. « Monsieur Gaston », salua-t-elle quand il visita son salon cet après-midi-là. « Quelle surprise de recevoir votre appel. Madame Béatrice, je dois vous parler d'un sujet délicat et intrigant. Asseyez-vous, je vous en prie. » Gaston choisit ses mots avec soin. « Je sais que madame s'intéresse à monsieur Louis. » Béatrice rit avec affectation, pas plus que n'importe quelle femme de bonne famille intéressée par un parti convenable. « Non, alors il vous intéressera de savoir que monsieur Louis est influencé de manière inappropriée par sa nouvelle gouvernante. » Les yeux de Béatrice se plissèrent dangereusement. « La veuve pauvre ?»« La même. J'ai observé un comportement très inapproprié entre eux. Conversation privée, promenade sans surveillance, temps excessif passé ensemble. C'est un scandale. » Est-ce que monsieur Gaston suggère que Louis Moreau de la Forêt, l'homme le plus respecté de la région, a une liaison avec son employé ? Je suggère qu'il est manipulé par une femme astucieuse qui voit une opportunité d'ascension sociale et qu'il serait tragique qu'un homme de sa position soit ruiné par une, pardonnez ma franchise, chasseuse de fortune avec 6 bouches à nourrir. Béatrice tambourina des doigts sur la coudoir du fauteuil. « Que proposez-vous ? Que nous exposions cette situation avant qu'elle n'aille trop loin. Une révélation publique de sa conduite inappropriée, des témoignages de comportements scandaleux, peut-être même une remise en question de son statut légal dans le pays. Assez pour que monsieur Louis retrouve la raison et la renvoie. Et je serai là, comme toujours, pour consoler le pauvre Louis dans son moment d'embarras public. » Exactement. Béatrice sourit, un sourire de prédatrice. « Très bien, monsieur Gaston. Procédons. » Le premier coup vint le dimanche suivant à l'église. La famille Moreau de la Forêt, car ainsi commençaient-ils à apparaître, arriva à la messe dominicale. Louis y allait rarement auparavant, mais Hélène avait gentiment insisté que ce serait bon pour les enfants et il avait accepté. Ils occupèrent un banc au milieu de l'église. Les enfants portaient des vêtements neufs que Louis avait achetés discrètement. Hélène portait une robe simple mais élégante de couleur vert foncé, et Louis semblait plus détendu et heureux que personne ne l'avait vu depuis des années. Béatrice de Montaigne était assise 3 rangées devant. Après l'office, tandis que la congrégation socialisait sur le parvis, elle s'approcha d'eux avec un sourire venimeux. « Louis, mon cher, quelle surprise de vous voir ici, et avec votre équipe domestique. »« Madame Béatrice, » salua Louis formellement. « Permettez-moi de vous présenter Madame Hélène, ma gouvernante et ses enfants. »« Oh, nous nous sommes déjà observés.
dit Béatrice, son regard parcourant Hélène de la tête aux pieds, avec un mépris mal dissimulé. Bien que je doive dire, Louis, amener vos employés à l'église est plutôt inhabituel. Madame Hélène n'est pas qu'une employée, répondit Louis sur un ton d'avertissement. C'est une personne précieuse dans ma maison. Précieuse, sans doute. Béatrice sourit. J'ai entendu dire qu'elle est très proche de la famille, particulièrement proche de vous, Louis. L'air se tendit. Hélène pâlit, comprenant l'insinuation. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, Madame Béatrice, dit Louis froidement. Oh, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'inapproprié, bien que les rumeurs volent, vous savez. Surtout quand un riche veuf engage soudainement une veuve séduisante et passe un temps considérable avec elle. Les rumeurs sont des commérages de gens oisifs, répondit Louis avec dureté. Bien sûr, bien sûr. Béatrice s'éventa délicatement. Je ne m'inquiète que pour votre réputation, mon cher. Vous savez à quel point la société peut être cruelle envers ceux qui transgressent les normes appropriées. Avant que Louis ne puisse répondre, Françoise fit un pas en avant. À seulement 13 ans, elle affronta Béatrice de Montaigne sans aucune peur. « Ma mère est une femme honorable, dit-elle d'une voix claire et ferme, et Monsieur Louis est un homme bon, ce que vous insinuez est mensonge et méchanceté. » Un murmure parcourut la congrégation qui avait commencé à se rassembler autour de la scène. Béatrice rit avec condescendance. « Quelle petite fille insolente! Quelqu'un devrait lui apprendre les bonnes manières. »« Quelqu'un devrait vous apprendre le respect, madame, » répondit Françoise sans ciller. Françoise. Hélène retint le bras de sa fille. « Excusez-moi, madame Béatrice, vos enfants. » Béatrice cracha son venin. « Sont exactement ce à quoi je m'attendais de votre classe. Maintenant, je comprends pourquoi ils avaient des besoins de charité. L'éducation n'est clairement pas votre fort. » Louis explosa. « Ça suffit, madame Béatrice. J'exige que vous vous excusiez immédiatement. » « Ou quoi, Louis? Allez-vous me chasser de votre église, m'éloigner de votre présence ?» Béatrice se tourna vers la foule grandissante. « Vous voyez tous comment cet homme, autrefois respectable, est maintenant manipulé par une étrangère. Il a amené cette femme et ses enfants chez lui, leur donne de beaux vêtements, mange avec eux, passe des nuits entières seul avec elle. C'est un scandale. Mes enfants ne sont pas des bâtards, cria Hélène, perdant finalement son sang-froid. J'étais légalement marié à leur père. Légalement, dites-vous? La voix de Gaston émergea de la foule. Il portait un dossier dans ses mains. C'est intéressant, Madame Hélène, car selon ces documents que j'ai obtenus des autorités d'immigration, voyez-vous, vous êtes entré dans ce pays lorsque votre supposé mari était encore marié à une autre femme à Clermont-Ferrand. Un silence sépulcral tomba sur le parvis de l'église. Hélène pâlit complètement. « Quoi? C'est impossible !»« Impossible !» Gaston ouvrit le dossier avec théâtralité. « Voici le certificat de mariage d'Antoine Dubois avec une certaine Marthe Simon, daté de 1873 à Clermont-Ferrand. Et voici le certificat de votre supposé mariage avec lui, daté de 1876, 3 ans plus tard, sans enregistrement de divorce ou d'annulation. »« C'est un mensonge !» cria Françoise. « Mon père n'a jamais été marié auparavant. Les documents ne mentent pas, ma petite, » dit Gaston avec une fausse compassion, « ce qui signifie que votre mère a vécu en concubinage avec un homme marié, ce qui signifie que vous, techniquement, êtes des enfants illégitimes, et ce qui signifie, il se tourna vers Louis, que Monsieur Louis Moreau de la Forêt a hébergé une femme de moralité douteuse et aux antécédents légaux contestables. » Louis arracha les papiers des mains de Gaston, les lut rapidement, son visage se durcissant à chaque ligne. C'étaient des documents officiels avec des sceaux et des signatures. Ils semblaient authentiques. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. « Vous ne me croyez pas, monsieur Louis ?» demanda Gaston avec une fausse innocence. « Enquêtez vous-même si vous le désirez. En attendant,
Je crois que les autorités seraient également intéressées à réviser le statut d'immigration de Madame Hélène, surtout compte tenu qu'elle pourrait être entrée dans le pays sous des prétentions frauduleuses. Hélène tremblait, des larmes coulant sur son visage. « Louis, je ne savais rien de cela. Antoine n'a jamais... Il n'a jamais mentionné. » « Bien sûr que non, » intervint Béatrice doucement. « Les menteurs admettent rarement leurs mensonges, ma chère. »« Ma mère n'est pas une menteuse. » Pierre se jeta sur Gaston, mais Louis le retint. « Ça suffit, » dit Louis d'une voix tendue. « Tout le monde, ça suffit. » Il regarda Hélène, et elle vit dans ses yeux le doute. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle vit le doute, et cela lui brisa le cœur plus que toute accusation. « Madame Hélène, » dit Louis d'une voix formelle, froide, la voix du baron qu'il avait été avant de la connaître. « Il vaudra mieux que vous retourniez à la maison avec vos enfants. Nous discuterons de cette affaire plus tard. Louis, s'il vous plaît, vous devez me croire. » Hélène recula comme si elle avait été giflée, réunit ses enfants avec des mains tremblantes et s'éloigna au milieu d'une foule qui murmurait scandaleusement. Françoise la tenait d'un côté, Pierre de l'autre, tandis que Caroline et Jeanne pleuraient. Et Jean demandait « Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Pourquoi monsieur Louis est-il en colère ?» Quand ils arrivèrent au domaine de la Sainte-Victoire, Hélène monta dans sa chambre et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort d'Antoine. Françoise resta avec elle, la serrant, étant forte quand sa mère ne pouvait pas. « C'est un mensonge, maman, » murmura Françoise. « Tout est un mensonge. Papa vous aimait. Il n'aurait jamais menti sur quelque chose comme ça. Mais les papiers, Françoise, avaient des sceaux officiels. Les papiers peuvent être falsifiés, dit la jeune fille, avec une sagesse au-delà de son âge. Cet homme, Gaston, déteste monsieur Louis. Je l'ai vu avec de l'envie, et cette femme horrible veut monsieur Louis pour elle. C'est un piège, maman. » Hélène voulait croire, mais le doute avait déjà été planté non seulement chez Louis, mais aussi en elle-même. Avait-elle vraiment connu Antoine entièrement? Y avait-il des secrets qu'il n'avait jamais partagés? Cette nuit-là, Louis s'enferma dans son bureau avec du whisky et les faux documents. Il les lut à plusieurs reprises, cherchant des incohérences, des preuves de fraude, mais ils étaient bien faits, très bien faits. Une partie de lui voulait descendre les escaliers, chercher Hélène, l'embrasser et lui dire que rien n'importait. Mais l'autre partie, la partie qui avait été trahie par le destin lorsqu'il avait perdu Isabelle, chuchotait du poison. « Et si c'est vrai ? Et si tu as été un fou en tombant amoureux d'une menteuse? Et si elle t'a juste utilisé pour obtenir une sécurité ?» Une douce frappe à la porte interrompit ses pensées. C'était Madame Georgette. « Monsieur Louis, pardonnez l'intrusion, mais je dois vous parler. Ce n'est pas le bon moment. C'est à propos de Madame Hélène et de Monsieur Gaston. » Louis leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a avec eux ?» Madame Georgette entra et ferma la porte. « Je travaille pour vous depuis 15 ans, monsieur Louis. Je vous ai vu pleurer pour Madame Isabelle. Je vous ai vu devenir une ombre de vous-même, et ces derniers mois, je vous ai vu revenir à la vie grâce à cette femme et ses enfants. Où voulez-vous en venir? Hélène Dubois n'est pas une menteuse. Je connais les gens, monsieur. Et cette femme est aussi honnête que le jour est long. Mais monsieur Gaston... » Madame Georgette hésita. « J'ai suspecté pendant des années que quelque chose n'allait pas avec lui. Des comptes qui ne collaient pas, des visites étranges à la propriété à minuit, des documents qui disparaissaient de votre bureau. » Louis se redressa. « Quelle visite? Quels documents? » « La maison où Madame Hélène vivait. Avant qu'elle n'arrive, j'ai vu monsieur Gaston en sortir plusieurs fois tard dans la nuit. Et quant aux documents, j'ai remarqué que certains livres de comptabilité du domaine disparaissaient et réapparaissaient avec des chiffres différents. » Un feu commença à brûler dans la poitrine de Louis. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? » Je n'avais pas de preuves, juste les soupçons d'une vieille femme curieuse. Mais maintenant, ces documents qui apparaissent opportunément quand monsieur est heureux pour la première fois depuis des années, quand il envisage une vie avec cette femme.
Madame Georgette secoua la tête. C'est trop de coïncidences, monsieur Louis, et les coïncidences n'existent pas. Louis se leva. Amenez Pierre et Françoise ici maintenant. 10 minutes plus tard, les 2 enfants les plus âgés étaient dans le bureau, effrayés, mais essayant d'être courageux. Vous n'êtes pas en difficulté, dit Louis immédiatement. J'ai besoin de votre aide. De l'aide pourquoi, monsieur Louis? Demanda Françoise prudemment. Pour prouver que votre mère est innocente et pour attraper un menteur. Les yeux de Françoise s'illuminèrent d'espoir. Vous nous croyez? Je veux croire, mais j'ai besoin de preuves. L'un de vous a-t-il vu quelque chose d'étrange avec monsieur Gaston? Quelque chose d'inhabituel? Pierre leva la main timidement. J'ai vu des papiers dans son bureau quand je suis allé chercher des outils. Des papiers avec des chiffres que je ne comprends pas, mais qu'il cache rapidement quand j'entre. Où exactement? Dans le tiroir inférieur gauche de son bureau. Il est d'habitude fermé à clé, mais une fois, il a oublié de le fermer. Obéis-toi, Françoise. La jeune fille fronça les sourcils en réfléchissant. Jeanne a mentionné quelque chose il y a quelques jours. Elle a dit que quand elle jouait près du bureau de monsieur Gaston, elle l'a entendu parler à quelqu'un. Il disait quelque chose comme « Les documents sont prêts et elle ne saura pas ce qui l'a frappé ». Louis sentit la colère monter en lui. Quand était-ce? 2 jours avant l'église. Tout s'assemblait. Gaston avait planifié cela. Il avait falsifié des documents. Il avait conspiré avec Béatrice de Montaigne. Il avait orchestré tout le scandale public. « Très bien, » dit Louis avec détermination. « Voici ce que nous ferons demain. Monsieur Gaston doit aller à l'entrepôt pour réviser des livraisons. Pendant qu'il sera absent, nous fouillerons son bureau. Pierre, j'ai besoin que tu me montres exactement où tu as vu ces papiers. Françoise, tu feras le guet pour t'assurer que personne ne nous interrompt. Et maman? Demanda Françoise d'une petite voix. Elle est anéantie, monsieur Louis. Elle pleure sans arrêt. Elle a besoin de savoir que vous n'avez pas perdu foi en elle. Louis ferma les yeux avec regret. Je lui parlerai cette nuit, je lui demanderai pardon d'avoir douté, et je promets que je vais arranger cela. Il trouva Hélène dans le jardin, assise sur un banc sous la pleine lune, s'embrassant. Elle semblait petite, perdue, brisée. « Hélène, » dit-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. « Je suis venu dire que nous partons demain. Je ne veux pas vous causer plus de problèmes. Vous n'allez nulle part. Hélène, regarde-moi, s'il te plaît. » Elle leva son visage plein de larmes, et le cœur de Louis se brisa en voyant tant de douleur dans ses yeux qui avaient été sa lumière. « Pardonne-moi, » dit-il, s'agenouillant devant elle. « Pardonne-moi d'avoir douté de toi, même une seconde. Je connais ton cœur, Hélène. Je sais que tu es incapable de mentir, et je prouverai ton innocence. » « Comment? Ces documents sont faux. J'en suis sûr, et je vais le démontrer. » Il prit ses mains. « Fais-moi confiance. » « Puis-je te faire confiance ?» Hélène le regarda longtemps, puis hocha lentement la tête. « Je te fais confiance. » Il la tira contre sa poitrine et l'embrassa fortement. « Ce n'est pas fini, mon amour. Ça ne fait que commencer et je promets que je ne me reposerai pas tant que ton nom ne sera pas blanchi et que ces menteurs ne paieront pas pour ce qu'ils ont fait. » Dans l'obscurité, aucun d'eux ne remarqua Jeanne observant depuis une fenêtre du 2e étage. La fillette de 9 ans avait tout écouté et, dans son esprit curieux et brillant, commença à se souvenir de quelque chose d'important, quelque chose qu'elle avait vu dans le bureau de Gaston des semaines auparavant, quelque chose que les adultes devaient savoir. Le lendemain matin se leva gris et froid. Louis observa de sa fenêtre quand Gaston partit en direction de l'entrepôt dans sa charrette, inconscient de ce qui l'attendait. Il attendit 30 minutes pour s'assurer qu'il s'était suffisamment éloigné. Puis, il réunit Pierre, Françoise et Madame Georgette dans son bureau. « Nous avons au maximum 2 heures avant qu'ils ne reviennent, » dit Louis. « Pierre, guide-nous. Madame Georgette, surveillez par la fenêtre du couloir. Françoise, si vous voyez quelqu'un approcher, frappez 3 fois au mur. Compris? » Tous acquiescèrent avec détermination. Le bureau de Gaston se trouvait dans l'aile est de la maison, un espace que Louis visitait rarement.
Quand ils entrèrent, l'odeur de tabac rance et de vieux papiers les accueillit. Le bureau en acajou était impeccablement rangé, trop organisé, comme si chaque chose était placée précisément pour cacher quelque chose. Ce tiroir, désigna Pierre, celui du bas, à gauche. Louis tenta de l'ouvrir, il était fermé à clé. Il fronça les sourcils, prit un coupe-papier sur la table et força la serrure. Il s'ouvrit avec un claquement. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffre en métal, également fermé à clé. Cette fois, Louis n'eut pas de patience. Il utilisa la crosse de son pistolet pour briser le loquet. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les laissa sans voix. Des livres de comptabilité, des douzaines, avec 2 jeux de chiffres, un pour le domaine officiel, l'autre avec les quantités réelles. Les différences étaient énormes, des milliers de francs détournés au fil des ans. « Mon Dieu !» murmura Louis, « il me volait depuis des années. » Mais il y avait plus. Des documents de propriété de la maison du Bois au nom de Gaston, pas de Louis. L'intendant avait acheté secrètement la propriété des années auparavant, mais la maintenait enregistrée sous l'égide des propriétés de Moreau de la Forêt pour dissimuler la transaction. « C'est pour ça qu'il ne voulait pas que maman soit là, » dit Françoise, comprenant. « Il utilisait cet endroit pour ses activités. »« Quelles activités ?» demanda Pierre. « Rien qu'un enfant ne doive savoir, » répondit Louis rapidement. Mais il avait trouvé des reçus, de l'argent versé à des femmes sous de faux noms, des bouteilles d'eau-de-vie illégales, des réunions clandestines et, au fond du coffre, les preuves dont ils avaient besoin. Des brouillons, des faux documents concernant Hélène, de multiples versions avec différentes dates et noms, testant et corrigeant jusqu'à ce qu'ils semblent authentiques, des reçus d'un faussaire de Lyon. Et le plus accablant, la correspondance entre Gaston et Béatrice de Montaigne. Louis lut les lettres avec une fureur croissante. « Chère Béatrice, le plan avance comme prévu. Les documents seront prêts pour dimanche. Une fois que nous aurons exposé la gouvernante publiquement, Louis n'aura pas d'autre choix que de la renvoyer. Et quand il sera vulnérable et humilié, Madame pourra entrer comme la dame respectable qu'elle est et le sauver de sa honte. Ensuite, quand vous serez mariés, personne ne remettra en question certains arrangements financiers qui bénéficieront à tous les deux. Cordialement, Gaston Leroux. »« C'est tout un mensonge, » murmura Françoise. « Tout ce qu'ils ont dit sur maman est un mensonge. »« Oui, » répondit Louis d'une voix dure, « et ils vont payer pour cela. » À ce moment-là, 3 coups résonnèrent dans les murs. Le signal de Françoise. « Quelqu'un arrive ?» dit Louis. « Vite, rangez tout dans ce sac. Sortez par la porte de derrière. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, la porte s'ouvrit. C'était Gaston. Il était revenu tôt. Les yeux de l'intendant se posèrent sur le coffre ouvert, sur les documents éparpillés, sur Louis, les tenant d'une main tremblante de rage. Son visage pâlit. « Monsieur Louis, je peux expliquer. »« Silence !» rugit Louis avec une fureur que Pierre n'avait jamais entendue. « Des années. Vous m'avez volé pendant des années. Et non content de cela, vous avez falsifié des documents pour détruire une femme innocente. » Gaston recula vers la porte. « Vous ne comprenez pas. Elle vous éloignait de vos responsabilités. Elle vous transformait en un idiot amoureux. Je ne faisais que protéger votre réputation. »« Menteur !» cria Pierre. « Vous vouliez l'argent pour vous !» Gaston regarda le garçon avec mépris. « Garçon insolent, votre mère est exactement ce que j'ai dit. Une chasseuse de fortune qui... » Il ne termina pas la phrase. Louis le frappa. Un coup de poing direct qui fit tomber Gaston au sol. L'intendant toucha sa lèvre, saignant d'incrédulité. « Cette femme, » dit Louis d'une voix dangereusement basse, « vaut plus que 100 comme vous, et vous allez vous rétracter de chaque mot que vous avez dit sur elle publiquement, ou je vous livrerai aux autorités avec toutes ces preuves de vol et de fraude. Compris ?» Gaston cracha du sang. « Vous ne pouvez rien prouver. Je dirais que vous avez monté ces preuves. Ma parole contre la vôtre. »« Ma parole contre la vôtre, » répéta Louis. « Et toutes ces lettres et les témoignages de mes employés et le faussaire de Lyon, qui, j'en suis sûr, chantera comme un oiseau quand la police le pressera. Vous êtes fini, Gaston.
À ce moment-là, une petite voix parla de la porte. C'était Jeanne, tenant un cahier. « Monsieur Louis, j'ai trouvé quelque chose. Jeanne, tu ne devrais pas être ici. »« Mais c'est important. Je m'en suis souvenu hier soir. Monsieur Gaston a laissé ce cahier dans la bibliothèque il y a des semaines. Je l'ai pris parce qu'il a de jolis dessins sur la couverture. » Elle ouvrit le cahier. Mais à l'intérieur, il y a des choses écrites, des chiffres et des noms, et ceci... Elle tendit le cahier. Sur une page datée de 3 mois auparavant, Gaston avait écrit ses plans complets. Comment il falsifierait les documents? Comment il manipulerait Béatrice de Montaigne? Comment il orchestrerait le scandale public? Tout détaillé méticuleusement, comme s'il planifiait une affaire ordinaire. « Vous tenez un journal de vos crimes ?» dit Louis avec incrédulité. « Ah, quel genre d'idiot êtes-vous » Gaston se leva en chancelant. « Béatrice va vous détruire. Elle a de l'influence, elle a de l'argent, elle a des relations. Personne ne vous croira, monsieur. Vous continuerez d'être le fou amoureux de votre employé, et elle sera la femme que j'aime, » interrompit Louis. « La femme que je vais épouser, la femme qui sera la maîtresse de cette maison et la mère de mes futurs enfants. Et si Béatrice de Montaigne ou toute autre personne a un problème avec ça, ils peuvent aller au diable. » Les enfants le regardèrent avec surprise. Madame Georgette sourit fièrement. « Épouser ?» murmura Pierre. « Monsieur Louis va épouser maman ?»« Si elle m'accepte, » répondit Louis. « Mais d'abord, je dois nettoyer ce gâchis. » 3 heures plus tard, le procureur du roi arrêtait Gaston Leroux sur la place du village. Louis avait présenté toutes les preuves. Les faux livres de comptabilité, les lettres, le cahier, les reçus du faussaire. L'affaire était irréfutable. « Mais Madame Béatrice, » tenta d'argumenter Gaston pendant qu'on le menottait. « Madame Béatrice fera également face à des conséquences, » répondit le procureur. « La conspiration est un crime grave. » Une foule s'était rassemblée, y compris les mêmes personnes qui avaient condamné Hélène quelques jours auparavant à l'église. Louis monta les marches du tribunal et parla d'une voix claire et forte. « Il y a 4 jours, une femme innocente a été accusée publiquement de fraude et de conduite immorale, sur la base de documents que je sais maintenant être falsifiés par cet homme. » Il désigna Gaston. Hélène Dubois est innocente de toutes les accusations. Son mariage avec Antoine Dubois était parfaitement légal. Ses enfants ne sont pas illégitimes, et quiconque répétera ces mensonges me répondra directement. Un murmure parcourut la foule. Certains regards se remplirent de honte, d'autres d'une incrédulité persistante. Mais encore, continua Louis, je veux que tout le monde sache que j'ai demandé à Madame Hélène de devenir mon épouse, et elle a accepté. Un silence stupéfait, puis des chuchotements explosifs. Je me moque de ce que vous pensez, dit Louis avec férocité. Cette femme m'a rendu la vie alors que j'étais mort à l'intérieur. Ces enfants m'ont appris à aimer à nouveau, et je passerai le reste de mes jours à les protéger et à les honorer. Quiconque a un problème avec cela peut quitter ma propriété et ne jamais revenir. À ce moment-là, une petite silhouette se fraya un chemin dans la foule. C'était Jean, échappant à la main de Françoise, courant vers Louis. « Monsieur Louis, vous allez vraiment être notre papa ?» Louis souleva le petit garçon dans ses bras. « Si vous m'acceptez. »« Oui. » Jean l'embrassa fortement. « Oui, oui. » Oui. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'épouse du docteur Martin commença à applaudir, puis le forgeron du village, puis d'autres, un par un, jusqu'à ce que la moitié de la foule applaudisse. Pas tous, bien sûr. Certains s'éloignèrent avec une désapprobation visible, mais suffisamment restèrent, suffisamment montrèrent leur soutien, suffisamment choisirent l'amour, plutôt que les préjugés. Cet après-midi-là, Louis retourna au domaine de la Sainte-Victoire, où Hélène attendait dans le jardin, entourée de ses 5 autres enfants. Quand elle le vit, elle se leva, le visage plein de questions. Louis marcha directement vers elle, s'agenouilla et sortit une bague de sa poche.
Ce n'était pas la bague d'Isabelle, c'était une nouvelle achetée ce même matin dans la meilleure bijouterie du village. Une topaze dorée de la couleur de ses yeux. Hélène Dubois, vous m'avez appris à revivre. Vos enfants m'ont donné une famille que je pensais ne jamais avoir. Je ne suis pas parfait. J'ai douté de vous quand je n'aurais pas dû, mais je promets que je ne vous ferai plus jamais défaut. Me feriez-vous l'honneur de devenir mon épouse? Hélène avait des larmes coulant sur ses joues. Louis, êtes-vous sûr? Les gens vont parler, ils vont nous juger. Qu'ils parlent, qu'ils jugent. Je ne me soucie de rien d'autre que de vous, de moi et de notre famille. Notre famille, répéta Hélène, savourant les mots, puis elle regarda ses enfants. Françoise souriait les larmes aux yeux. Pierre acquiesçait vigoureusement. Jeanne sautait d'excitation. Caroline applaudissait. Anne riait. Jean était déjà en train de grimper sur Louis, criant « Dis oui, maman !» Hélène rit entre les larmes. « Oui, oui, je t'épouserai. » Louis la souleva dans ses bras et la fit tournoyer tandis que les enfants criaient et riaient autour d'eux. C'était imparfait, c'était scandaleux pour certains, mais c'était réel, c'était honnête et c'était le véritable amour. Une semaine plus tard, ils se marièrent dans la chapelle du domaine de la Sainte-Victoire. Ce ne fut pas le grand mariage que la société attendait. Ce fut intime, avec seulement les plus proches présents. Madame Georgette pleurant de bonheur, le docteur Martin et son épouse, quelques travailleurs du domaine qui appréciaient Louis. Hélène portait une simple robe blanche qu'elle avait elle-même cousue. Louis portait son meilleur costume. Les 6 enfants étaient devant, témoins de l'union qui les rendrait officiellement une famille. « Répétez après moi, » dit le prêtre. « Je, Louis Moreau de la Forêt, vous prends, Hélène Dubois. Je, Louis Moreau de la Forêt, vous prends, Hélène Dubois, comme ma légitime épouse. Je promets de vous aimer, de vous respecter et de vous honorer tous les jours de ma vie. Je promets d'être un père pour vos enfants, comme s'ils étaient les miens. Je promets que vous ne serez plus jamais seul. » La voix d'Hélène trembla lorsqu'elle prononça ces vœux. « Je, Hélène Dubois, vous prends, Louis Moreau de la Forêt, comme mon légitime époux. Je promets de vous aimer, de vous soutenir et d'être à vos côtés dans la joie et dans la peine. Je promets de bâtir un foyer rempli d'amour pour notre famille. Je promets que vous ne serez plus jamais seuls. Je vous déclare mari et femme. » Le baiser fut doux, tendre, plein de promesses. Les enfants exultèrent. Madame Georgette essuya ses larmes avec un mouchoir brodé. La réception eut lieu dans le jardin, avec de la musique et de la nourriture simple, mais abondante. Louis avait insisté pour faire quelque chose de spécial pour les enfants. Il y avait des jeux, des douceurs et une table entière dédiée aux galettes de maïs, en hommage au premier cadeau que Jean lui avait fait des mois auparavant. Alors que l'après-midi se transformait en nuit étoilée, Louis réunit les 6 enfants. « J'ai quelque chose d'important à faire, » dit-il. Il les emmena au bureau où il avait préparé des documents légaux. Ce sont des papiers d'adoption. Si je les signe, vous serez légalement mes enfants. Vous porterez mon nom de famille, vous aurez tous les droits d'héritier, mais je ne signerai pas à moins que vous ne soyez d'accord. » Françoise, toujours la porte-parole, parla. « Notre père était un homme bon. Nous l'aimons et l'aimerons toujours, mais il aurait voulu que nous soyons heureux, que nous soyons protégés. » Elle regarda ses frères et sœurs qui acquiesçaient. « Ce serait un honneur de porter votre nom de famille, monsieur Louis. Ce serait un honneur d'être vos enfants. » Louis signa d'une main tremblante. « Je ne suis plus monsieur Louis pour vous. Je suis votre père, si vous voulez m'appeler ainsi. »« Papa !» dit Jean immédiatement, l'embrassant. Un par un, ils l'embrassèrent tous. Sa famille, enfin, complètement sa famille. 3 mois plus tard, des nouvelles arrivèrent. Gaston avait été condamné à 10 ans de prison pour fraude et vol. Béatrice de Montaigne, face au scandale et à la honte, s'était enfuie à Paris où ses influences ne signifiaient plus rien. La vie au domaine de la Sainte-Victoire avait complètement changé. Les couloirs résonnaient de rire. La cuisine sentait toujours quelque chose de délicieux en préparation. Les jardins étaient remplis de fleurs que Caroline peignait inlassablement.
La bibliothèque était le refuge de Françoise, qui dévorait les livres et rêvait de devenir institutrice. Pierre travaillait à l'atelier, avec Louis, concevant des machines innovantes. Jeanne explorait chaque recoin de la propriété avec une curiosité infinie. Anne jouait dans les jardins avec ses poupées et Jean suivait Louis partout. Son père qui lui apprenait à monter à cheval, à pêcher, à construire des choses de ses mains. Un soir, Louis et Hélène s'assirent sur le perron, observant leurs enfants jouer dans le jardin sous la lumière des lucioles. « Avez-vous déjà imaginé cela ?» demanda Louis, son bras autour d'elle. « Non, » admit Hélène. « Quand Antoine est mort, j'ai pensé que ma vie était finie, que je ne ferais que survivre à cause de mes enfants, mais que je ne serais plus jamais heureuse. Et maintenant ?» Elle se blottit contre lui. « Maintenant, je sais que Dieu a des plans plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Il m'a amené ici, à cet endroit, jusqu'à vous. Et même si le chemin a été douloureux, cela en valait chaque larme. »« Je suis sur le point de vous faire pleurer à nouveau, » dit Louis avec un sourire. « Pourquoi ?» Il prit sa main et la posa sur son cœur, « Parce que je pense que vous devriez savoir. Vous allez être mère à nouveau. » Hélène cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Vous avez eu des nausées matinales, vous êtes plus fatigué, et hier Madame Georgette a mentionné que vous mangiez des cornichons avec de la mélasse. » Il sourit largement. « Je pense que nous allons avoir un bébé Moreau de la forêt. » Hélène porta une main à son ventre, ses yeux se remplissant de larmes. « Un bébé. Notre bébé. Notre bébé. » Elle éclata en larmes de joie. Louis l'embrassa, son propre cœur débordant. Un nouveau départ, une nouvelle vie, la promesse d'un avenir que tous deux avaient cru impossible. Les enfants, les voyant s'embrasser, coururent vers le perron. « Que s'est-il passé ?» demanda Françoise, alarmée. « Maman pleure ?»« Des larmes de joie, ma fleur, » répondit Hélène, ouvrant ses bras pour les inclure tous. « Des larmes très heureuses. Nous avons quelque chose à vous annoncer. » Louis les regarda tous. Son épouse, ses 6 enfants adoptifs et le bébé qui grandissait dans le ventre d'Hélène, une famille créée non par le sang ou la convention, mais par l'amour pur et le choix conscient. « Vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur, » annonça-t-il. Le silence dura exactement 2 secondes avant que le joyeux chaos n'éclate. Jeanne sautait en criant. Caroline applaudissait. Pierre souriait largement. Françoise embrassait sa mère avec tendresse. Anne dansait en cercle. Et Jean regarda Louis avec des yeux énormes. « Un vrai bébé qui va naître ici, dans notre maison ? » ?»« Oui, mon fils. Un vrai bébé, votre frère ou votre sœur. Je serai le meilleur grand frère du monde, » déclara Jean avec une conviction absolue. Louis rit. « Tu es déjà un petit frère incroyable. Je suis sûr que tu seras un merveilleux grand frère aussi. » Cette nuit-là, après avoir couché tous les enfants avec des histoires et des baisers, Louis emmena Hélène dans la chambre qui avait été celle d'Isabelle. Elle était fermée depuis 5 ans, mais maintenant, c'était le moment. « Je dois faire ça, » dit Louis, allumant les lampes. « Je dois dire au revoir correctement. » Ensemble, ils retirèrent les draps qui couvraient les meubles. Ils trouvèrent le berceau que Louis avait commandé, le fauteuil à bascule, les rideaux brodés, tout conservé dans le temps, attendant. « Isabelle était une bonne femme, » dit Hélène doucement. « Elle mérite d'être rappelée avec amour, pas avec douleur. »« Je sais. Et maintenant, enfin, je peux me souvenir d'elle avec des sourires au lieu de larmes. » Louis toucha le berceau. « Elle aurait voulu que je sois heureux, que je continue, que j'aime à nouveau. »« Hein, puis-je suggérer quelque chose ?» demanda Hélène. « Bien sûr. Gardons ces choses avec soin. Un jour, quand nos enfants seront plus grands, nous pourrons leur raconter l'histoire d'Isabelle et d'Antoine, des personnes que nous avons aimées avant et qui ont rendu possible que nous nous rencontrions, non pas pour les oublier, mais pour honorer leurs souvenirs, comme faisant partie de notre histoire. » Louis l'embrassa profondément. « Vous êtes sage, Madame Moreau de la Forêt. Et vous êtes bon, Monsieur Moreau de la Forêt. Ensemble, nous sommes complets. »
Les mois passèrent dans un bonheur qu'aucun des deux n'avait connu auparavant. La grossesse d'Hélène progressait sans complications. Le ventre grossissait. Les enfants parlaient au bébé tous les soirs. Louis lisait des histoires à voix haute avec sa main sur le ventre de son épouse. La communauté accepta progressivement la nouvelle famille Moreau de la Forêt. Pas tous, bien sûr. Il y aurait toujours ceux qui désapprouveraient. Mais suffisamment de gens virent l'amour sincère, la famille heureuse, les enfants bien éduqués et choisirent l'acceptation plutôt que les préjugés. Le domaine prospérait sous la gestion honnête d'un nouvel intendant. Louis avait découvert que Pierre avait un don naturel pour la mécanique et l'agriculture et commença à l'enseigner sérieusement, visualisant un avenir où son fils adoptif gérerait les terres. Françoise recevait des cours d'une institutrice progressiste de la capitale, avec des projets de devenir elle-même éducatrice. Jeanne développa un talent impressionnant pour les chiffres. Caroline peignait des aquarelles qui ornaient chaque mur de la maison. Anne apprit à jouer du piano et Jean était simplement la lumière de tous, courant dans les champs, apportant de la joie à chaque coin. Un après-midi de printemps, des mois après le mariage, Hélène ressentit les premières contractions. Le docteur Martin fut appelé immédiatement. Madame Georgette prépara tout avec une efficacité militaire. Les enfants furent conduits au salon principal avec des instructions strictes de ne pas monter. Louis resta avec Hélène, lui tenant la main, essuyant la sueur de son front. Et cette fois, contrairement à 5 ans auparavant, tout se passa bien. Au crépuscule, un cri fort et sain emplit le domaine de la Sainte Victoire. « C'est une petite fille », annonça le docteur Martin avec un sourire. « Parfaitement en bonne santé. Félicitations, monsieur et madame Moreau de la Forêt. » Louis pleura ouvertement en tenant sa fille. Elle était petite, rouge, ridée et absolument magnifique. Elle avait les cheveux foncés d'Hélène, et quand elle ouvrit brièvement les yeux, ils étaient bruns comme les siens. « Isabelle Espérance Moreau de la Forêt, » dit Hélène doucement, « en l'honneur de celle qui est venue avant et de l'espoir qui nous a conduits ici. »« Isabelle Espérance, » répéta Louis, embrassant le minuscule front de sa fille. C'est parfait. Quand les enfants entrèrent enfin, ils voulurent tous tenir leur nouvelle sœur. Françoise la tint avec révérence. Pierre toucha sa petite main avec des doigts tremblants. Jeanne chanta une chanson. Caroline promit de peindre 1000 fleurs pour elle. Anne montra ses poupées et Jean la regarda avec une adoration absolue. « Salut, petite sœur, murmura-t-il. Je suis Jean. Je prendrai soin de toi pour toujours. Je promets. » Louis regarda sa famille. Tous rassemblés autour du lit où Hélène se reposait, épuisée mais radieuse. Tous souriants, tous ensemble. Et il sut qu'il avait trouvé quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Il avait trouvé un foyer, il avait trouvé l'amour, il avait trouvé la rédemption. Et tout avait commencé avec un morceau de galette offert par un garçon innocent à un homme qui avait oublié comment accepter la gentillesse. « Je t'aime », dit-il à Hélène. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Pour toujours ?»« Pour toujours, » acquiesça Louis. Et tandis que l'après-midi se transformait en nuit étoilée, la famille Moreau de la Forêt, complète, imparfaite, magnifique, s'embrassait dans la chambre remplie de lumière et d'amour. Le baron sévère avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui savait que la vraie richesse ne se mesurait pas en hectares ou en domaines prospères. Elle se mesurait en rires d'enfants, en étreintes de son épouse, en après-midi de pluie partagée, en galettes fraîchement cuites et au miracle des secondes chances. La vie qu'ils avaient construite ensemble n'était pas celle qu'aucun des deux n'avait planifiée. Elle était meilleure parce qu'elle était réelle, elle était choisie et elle était à eux. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Les années suivantes apportèrent d'autres changements au domaine de la Sainte Victoire. Françoise, à 18 ans, ouvrit une école pour enfants pauvres au village, réalisant son rêve d'éducatrice. Pierre prit progressivement la direction des terres, se révélant encore plus capable que Louis lui-même en affaires agricoles. Jeanne devint comptable, aidant à gérer les finances de la famille et d'autres propriétaires terriens de la région.
Caroline vendit ses premières aquarelles à Lyon, acquérant une reconnaissance en tant qu'artiste. Anne épousa le fils du docteur Martin, un jeune médecin qui l'aimait profondément. Et Jean grandit fort et déterminé, partageant son temps entre aider Pierre sur les terres et étudier le droit dans la capitale avec des rêves de défendre les plus faibles. Isabelle Espérance grandit entourée d'amour. C'était une fille joyeuse et curieuse, qui avait les meilleurs traits de ses deux parents. Louis ne pouvait jamais rien lui refuser, mais Hélène veillait à ce qu'elle grandisse avec les pieds sur terre, connaissant la valeur du travail et de l'humilité. Madame Georgette, déjà âgée, mais toujours active, observait tout avec satisfaction. Elle avait vu la transformation complète de cette maison, d'un mausolée silencieux à un foyer vibrant, rempli de vie. « Je savais que ça marcherait », disait-elle souvent, souriant à Hélène. « Dès le premier jour, j'ai vu que vous étiez faits l'un pour l'autre. » Hélène et Louis vieillirent ensemble. Ses cheveux devinrent gris, les rides autour de ses yeux s'approfondirent, mais l'amour entre eux ne fit que grandir. Chaque matin, Louis apportait encore du café à Hélène au lit. Chaque soir, elle lui lisait encore dans la bibliothèque. Et, les jours de pluie, ils s'asseyaient encore ensemble sur la véranda, se souvenant de cette première rencontre. « Vous vous souvenez quand vous êtes venu me chasser ?» disait Hélène en riant. « Comment pourrais-je oublier ? Vous m'avez regardé comme si j'étais une reine, pas une veuve sans ressources. Et vous avez accepté la galette de Jean. Cette galette a changé ma vie. » Ce n'était pas la galette, Louis, c'était le choix d'accepter l'amour à nouveau. Il l'embrassait alors, toujours avec la même tendresse que le premier baiser. La communauté qui les avait initialement jugés les voyait maintenant comme un exemple. Le baron et son épouse, qui avaient défié les conventions et construit quelque chose de beau. Des familles venaient de loin pour demander des conseils sur le mariage, sur l'éducation des enfants, sur la manière de surmonter les pertes. Et Hélène et Louis les recevaient toujours avec du café et de la galette, partageant leurs histoires avec honnêteté. Ce n'était pas facile, admettait-il toujours. Nous avons affronté les préjugés, les doutes, les conspirations, mais l'amour véritable vaut la peine d'être combattu. Un après-midi spécial, 20 ans après leur rencontre, Louis réunit toute la famille dans le jardin. Françoise était là avec son mari, un professeur, Pierre avec son épouse et 3 enfants, Jeanne, célibataire, plus rayonnante dans sa carrière, Caroline avec son mari, peintre, Anne avec le médecin et 2 bébés, Jean avec sa fiancée, une jeune avocate, et Isabelle à 19 ans, sur le point d'entrer en faculté de médecine. « Je veux dire quelque chose », commença Louis, sa voix encore forte malgré son âge. « Quand j'ai rencontré votre mère, j'étais mort à l'intérieur. J'avais de l'argent, des terres, du pouvoir, mais rien qui comptait vraiment. Et puis elle est apparue à ma porte avec 6 enfants, n'ayant rien d'autre que dignité et courage. Et elle m'a appris à revivre. » Hélène lui tenait la main, les larmes aux yeux. « Vous », Louis regarda chacun de ses enfants. « Vous m'avez donné plus que vous ne pouvez imaginer. Vous m'avez donné un but. Vous m'avez donné de la joie. Vous m'avez donné une raison de me réveiller chaque matin. Et je veux que vous sachiez que chaque centime que je possède, chaque parcelle de cette terre vous appartient. Non parce que c'est une obligation, mais parce que c'est de l'amour. Mais plus important que tout héritage matériel, continua-t-il, je veux que vous emportiez quelque chose de plus précieux. La leçon qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables, que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix, c'est un engagement, c'est être présent dans les moments difficiles. » Françoise se leva, les larmes coulant librement. « Père, vous nous avez tout donné, pas seulement cette maison ou l'éducation. Vous nous avez donné un exemple de comment aimer véritablement, de comment être fort et gentil en même temps, de comment pardonner et avancer. » Pierre embrassa Louis fortement. « Merci de nous avoir choisis, de ne pas nous avoir vus comme un fardeau, mais comme une bénédiction. » Un par un, tous les enfants l'embrassèrent. Puis ils embrassèrent Hélène, qui pleurait de bonheur. « Vous êtes ma plus grande réussite, » dit-elle. « Chacun de vous, parfait dans ses imperfections,
fort, bon, juste. Votre père et moi avons fait beaucoup de bonnes choses, mais vous avez été la plus grande. » Cette nuit-là, après que tous furent partis, Louis et Hélène restèrent seuls dans le jardin. Les mêmes étoiles brillaient comme cette première nuit où ils s'étaient embrassés. « Je ne changerai rien, » dit Louis doucement. « Même avec toute la souffrance, toutes les difficultés, je ne changerai pas un seul moment, parce que tout nous a conduits ici. » « Ni moi, » acquiesça Hélène. « Chaque larme, chaque lutte, chaque obstacle en valait la peine parce qu'ils nous ont apporté cette vie, cette famille, cet amour. » Ils s'assirent dans un silence confortable, les mains entrelacées, observant la lune monter. Et dans le silence, tous deux remercièrent. Ils remercièrent Antoine, qui avait été un homme bon et un père. Ils remercièrent Isabelle, qui avait appris à Louis ce qu'était l'amour. Ils remercièrent les épreuves qui les avaient fortifiés et remercièrent d'avoir trouvé l'un l'autre quand tous deux en avaient le plus besoin. 2 ans plus tard, Louis tomba malade. Ce fut rapide, une fièvre qui ne cédait pas. Le docteur Martin, déjà à la retraite, vint personnellement avec Anne et son mari, mais tous savaient, il était temps de partir. « Je n'ai pas peur, » dit Louis à Hélène, lui tenant la main au lit. « J'ai vécu plus en ces 20 et quelques années avec toi que durant toutes les années précédentes. Ne parle pas ainsi. » Hélène pleurait. « Tu vas aller bien. Hélène, mon amour, regarde-moi. » Elle le regarda à travers ses larmes. « J'ai été béni. J'ai connu 2 grands amours dans une vie. Isabelle m'a appris à aimer. Toi, tu m'as appris à vivre. J'ai élevé 7 merveilleux enfants. J'ai construit non seulement un domaine, mais un héritage d'amour. Peu d'hommes peuvent dire cela. Je ne suis pas encore prête à te laisser partir. Je sais, mais promets-moi quelque chose. Continue à vivre, continue à aimer, continue à être la lumière que tu as toujours été. Les enfants ont encore besoin de toi. Les petits-enfants ont besoin de connaître ta force, et tu as encore tant à donner au monde. Je promets, murmura-t-elle, et promets que tu ne te refermeras pas à nouveau. Si un jour, même si cela prend des années, tu trouves de la compagnie, quelqu'un qui fasse sourire ton cœur, permette-toi. Tout comme je me suis permis d'aimer à nouveau après Isabelle, tu mérites la même chose. Personne ne sera comme toi. Ni ne devrait l'être, mais ne te condamne pas à la solitude en mon nom. Vis, Hélène, vis pleinement. » Il mourut cette nuit-là en paix, entouré de tous ses enfants et petits-enfants. Son dernier regard fut pour Hélène, et il n'y avait en lui que gratitude et amour. Les funérailles furent immenses. Des gens de toute l'Auvergne vinrent rendre hommage, non pas au riche baron, mais à l'homme bon, au mari dévoué, au père aimant, aux membres de la communauté qui avaient fait une différence. Hélène resta forte pendant la cérémonie, mais quand tous furent partis et qu'elle se retrouva seule dans la chambre qu'ils avaient partagée, elle se permit finalement de s'effondrer. « Merci, » murmura-t-elle dans le vide. « Merci de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mes enfants, de nous avoir donné une vie que je n'aurais jamais imaginée possible. Repose en paix, mon amour. Repose en paix, en sachant que tu as bien aimé et que tu as été bien aimé. » Les années suivantes furent difficiles pour Hélène. Elle ressentait l'absence de Louis dans chaque recoin de la maison, mais elle tint sa promesse. Elle continua à vivre, continua d'être une grand-mère présente pour ses petits-enfants, continua de conseiller de jeunes couples et continua de faire sa fameuse galette, enseignant la recette à chaque petit enfant, racontant l'histoire de comment un morceau de pain avait tout changé. 8 ans plus tard, par un après-midi tranquille d'automne, Hélène s'assit dans le jardin avec Isabelle, désormais une médecin respectée. « Maman, puis-je te demander quelque chose ? » ?»« Toujours, ma fleur. »« As-tu été heureuse ? Je veux dire, vraiment heureuse, malgré toutes les difficultés. » Hélène regarda les jardins qu'ils avaient cultivés ensemble, la maison qui était devenue un foyer, les enfants et les petits-enfants qui représentaient tant d'amour.
J'ai été plus heureuse que je n'aurais jamais osé le rêver, répondit-elle avec sincérité. Ta vie a été difficile. Tu as perdu 2 maris. Tu as affronté les préjugés, la pauvreté, l'injustice. Oui, mais j'ai aussi connu un amour profond. 2 fois. J'ai élevé 7 merveilleux enfants. J'ai vu mes rêves se réaliser de manière que je n'aurais jamais imaginée. La douleur fait partie de la vie, Isabelle, mais elle ne définit pas la vie. L'amour la définit. Et j'ai été profondément aimée. Isabelle embrassa sa mère. Merci d'être si forte, de ne jamais avoir renoncé à nous. Vous étiez ma raison de continuer, vous l'avez toujours été. Cette nuit-là, Hélène écrivit une lettre à n'ouvrir qu'après sa mort, adressée à tous ses descendants. Elle y raconta toute l'histoire de sa rencontre avec Louis, des difficultés, des victoires, et termina par un message. Mes chers enfants, petits-enfants, et tous ceux qui viendront après. J'écris ceci pour que vous n'oubliez jamais. L'amour véritable ne connaît pas les limites de classe, d'origine ou de circonstances. Il exige du courage pour l'accepter, de la force pour le maintenir et de l'humilité pour le nourrir. Votre grand-père et moi venions de mondes différents. La société disait que c'était impossible, mais nous avons choisi l'amour et ce choix nous a donné tout ce qui comptait. Alors, lorsque vous ferez face à vos propres défis, lorsque le monde vous dira que quelque chose est impossible, lorsque la peur vous chuchotera d'abandonner, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais mauvais de choisir l'amour. Et la famille est ce que nous construisons avec nos choix, pas seulement ce que nous héritons par le sang. Vivez pleinement, aimez profondément et n'abandonnez jamais, jamais l'espoir. Avec tout mon amour, Hélène Moreau de la Forêt. Hélène vécut jusqu'à 78 ans. Quand elle partit, elle était entourée de 4 générations. Et ses derniers mots furent simples. Ça en valait la peine. Chaque moment en valait la peine. Des années plus tard, lorsque le domaine de la Sainte-Victoire fut classé monument historique, ce ne fut pas pour son architecture ou sa richesse, ce fut pour son histoire, l'histoire de comment l'amour transforma non seulement 2 vies, mais une communauté entière. L'histoire d'une veuve courageuse et d'un baron solitaire qui prouvèrent que les secondes chances existent. Et si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire. Croyez-vous aux secondes chances? Avez-vous déjà vécu une telle transformation dans votre vie? Partagez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir du véritable amour.